Bonjour à tous, donc bienvenue à l'Université permanente et à la session dédiée aux crises économiques. On est aujourd'hui déjà à la 4e session sur les crises économiques. On avait d'abord commencé par rappeler la notion de crise en économie et surtout souligner l'absence d'une analyse systémique des crises dans la pensée économique dominante. Ça, c'était la première session qu'on avait fait avec Frédéric Bocara. Ensuite, Constantin Lopez nous avait du coup expliqué les crises économiques avec l'analyse marxiste. Enfin, nous avons donc le mois dernier, avec Denis Durand, excuse-moi, qui était là le mois dernier, qui nous avait du coup montré quelles étaient les réponses capitalistes données aux crises et enchaîné sur le fait du nécessaire dépassement de ces réponses-là. Et aujourd'hui, pour enchaîner, dans le prolongement, nous allons nous intéresser particulièrement aux crises financières qui sont récurrentes dans le système de production actuel capitaliste. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Denis Durand, qui, je le rappelle, était ancien directeur adjoint de la Banque de France, syndicaliste CGT, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental et directeur actuel de la revue Économie et Politique. Bonjour. Voilà, donc entrons directement dans le vif du sujet. Alors, le krach boursier d'octobre 1929 et la crise dite des subprimes, donc de 2006-2007 en fait, ça a commencé en 2006, c'est les deux épisodes un peu emblématiques des deux pires crises économiques de l'histoire du XXe siècle. Et donc, comme vient de le dire Talia, les séances qui ont précédé devraient nous aider à expliquer ces crises et expliquer aussi en quoi elles se ressemblent et en quoi elles sont aussi différentes, avec des différences importantes, qui ont des conséquences évidemment sur la façon d'y répondre. Et donc, je vous propose de traiter ces sujets-là en 6 points de longueur et d'importance inégale. Je pense que je vous demanderai donc l'effort de passer par une première partie de rappel théorique qui feront référence au chapitre précédent et qui les compléteront avec un certain nombre d'indications qui ont été annoncées la dernière fois mais pas développées. Et ensuite, on enchaînera sur une sorte d'histoire économique et financière du capitalisme au XXe siècle et au XXIe siècle, qui permettront d'entrer de façon un peu plus concrète et un peu plus parlante dans des phénomènes économiques dont on a, pour certains d'entre eux, l'expérience tout à fait contemporaine. Donc, si vous voulez, première partie, je rappelle que dans l'histoire du capitalisme, les crises reviennent de façon cyclique et récurrente, comme on le voit ici. Et dans ces cycles, ce qu'on n'a pas développé la dernière fois, c'est que la finance joue un rôle important. Alors, par exemple, aujourd'hui, dans la littérature économique, il y a un auteur qu'on cite souvent, qui est Minsky, un disciple de Keynes, qui est mort en 1996, et qui a laissé des travaux sur son principal ouvrage, s'appelle « Stabiliser une économie instable ». Donc, il montre à la fois des éléments de l'instabilité structurelle du capitalisme, mais dans une optique qui vise à le stabiliser. Donc, ce n'est pas une optique révolutionnaire comme Marx, par exemple. Mais il fait référence. Mais Marx, déjà, évoquait le rôle du crédit dans les crises capitalistes. Il a beaucoup travaillé, il travaillait en analysant la littérature économique de son temps, et il lisait très attentivement ce que produisaient les banquiers de la City, les gens de la Banque d'Angleterre, le gouvernement britannique, pour expliquer les phénomènes. Et il a des développements, notamment en 3e livre du Capital, qui montrent comment le crédit peut, en quelque sorte, pousser un cycle économique, quand la suraccumulation de capital, dont on a parlé au cours des 2 ou 3 séances précédentes, quand la suraccumulation de capital commence à se manifester, le crédit peut aider à essayer de pousser l'activité, l'accumulation au-delà des limites qu'elle est en réalité déjà atteinte. Et du coup, quand la chute se produit, elle est encore plus dure parce qu'il faut rendre des comptes aux banquiers. Donc ça, c'est déjà chez Marx. Mais par contre, il y a une chose qui n'est pas tellement développée chez Marx et qui mérite d'être signalée.
ici, c'est qu'il y a deux formes de finance. Si vous êtes, alors je vais prendre un exemple concret, si vous êtes une entreprise, vous voyez que vous avez une bonne rentabilité, vous avez des bonnes perspectives sur votre marché, vous pensez que vous pouvez développer votre production dans des conditions qui seront rentables, donc vous décidez, vous utilisez le critère du taux de profit, vous dites, si je crée une usine supplémentaire, je vais avoir un taux de profit plus grand que si je conserve mon argent pour faire autre chose. Donc je veux construire une nouvelle usine. Mais je n'ai pas d'argent pour ça. J'ai peut-être quelques profits accumulés, mais c'est une très grosse dépense, je n'ai pas tous les sous nécessaires, ici et maintenant, pour faire l'avance de la production qui me permettra ensuite de produire. Alors cet argent, je l'aurai plus tard. Si je construis mon usine, si je la fais tourner, si j'exploite les salariés qui vont travailler dedans et que j'en extrais de la plus-value pour en faire mon profit, que je vends les marchandises qui vont me permettre de réaliser ce profit, alors dans 5 ans, dans 10 ans, enfin tout au long d'une certaine période, tant que mon usine va être en fonction, je vais accumuler des profits et je vais pouvoir m'en servir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cet argent. Donc il faut que j'aille le chercher quelque part. Donc je suis obligé de l'emprunter. Quand mon cycle de production aura été à son terme, j'aurai des profits qui me permettront de rembourser ce que j'ai emprunté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je n'ai pas. Donc je suis obligé d'obtenir auprès de quelqu'un ou de quelque chose l'avance des fonds qui me manquent pour engager le cycle du capital, le cycle de production. Et là, j'ai deux solutions, pour simplifier bien sûr. La solution à laquelle tout le monde est habitué, je peux aller voir un banquier et lui demander un crédit pour financer la réalisation de mon projet. Un crédit d'équipement. Donc je vais aller voir le banquier et donc je vais prendre rendez-vous avec lui, je vais lui montrer mon bilan, mon plan de financement, lui parler de mon marché, de mes concurrents, lui exposer la qualité de mon outil de production, celui que je veux installer, la qualité de ma main-d'œuvre, le type de formation que je vais donner à mes salariés, les perspectives de chiffre d'affaires et les perspectives de rentabilité qui vont découler de toute cette activité. Donc je vais lui donner une documentation très complète. Il va peut-être venir me voir, visiter mon usine, etc. Il va vouloir savoir le maximum de choses. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse le banquier, c'est est-ce que je vais le rembourser ? Est-ce que mon activité va être suffisamment rentable pour que je fasse des profits et que dans ces profits, je puisse en garder une partie pour rembourser le crédit et lui payer les intérêts qu'il va me demander en contrepartie de l'aide qu'il m'apporte. Donc je suis obligé d'ouvrir mon cœur au banquier, et de lui expliquer de façon très en détail mon projet, mon entreprise, comment ça fonctionne. Première solution. Et si ça marche, le banquier va me prêter de l'argent et si tout va bien, à l'échéance, j'aurai les moyens de le rembourser. L'autre solution, c'est non pas d'aller voir un banquier, mais de m'adresser au marché financier. Et là, la technique est différente. Je vais émettre des titres. Par exemple, je vais émettre des actions. Ça veut dire augmenter mon capital, je vais recruter des nouveaux actionnaires qui vont apporter de l'argent dans l'entreprise dans l'espoir de toucher une partie des profits futurs, sous forme de dividendes et sous forme de gain du cours de l'action. Ou alors je vais émettre des obligations, c'est-à-dire que je vais emprunter de l'argent, mais pas auprès d'un banquier, auprès du marché. C'est-à-dire que je vais emprunter ou aller chercher de l'argent auprès de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Éventuellement, ce qu'ils connaissent, c'est la note que j'ai sur les agences de notation, qui disent si je suis triple A ou triple C-. Et en fonction de ça, ils ont des ordinateurs qui ont des algorithmes qui calculent s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Donc c'est une relation très différente entre la relation directe, bilatérale avec le banquier et la relation anonyme, impersonnelle avec le marché financier. Il y a une grande différence. Alors, cette différence, c'est du concret dans la vie quotidienne, puisque là je représente, c'est pour illustrer un peu mon propos, une étude de la Banque de France il y a quelques années qui montre, selon les catégories d'entreprises, donc il y a les PME, les entreprises intermédiaires et les grands groupes. Et on voit que en bleu, on a le recours aux banques pour les crédits contractés par les entreprises, et en rouge, le recours au marché financier. Et on voit qu'il y a les deux. Et on voit aussi que pour les grandes entreprises, évidemment, le recours au marché financier est beaucoup plus important que pour les petites entreprises. Il est aussi beaucoup plus important que le recours au crédit. C'est une caractéristique de la conjoncture actuelle et du fonctionnement de l'économie aujourd'hui et des politiques économiques qui sont le... Bon, je ne développe pas, ça pourrait être très intéressant de développer ça, mais je ne vais pas plus loin dans cet exposé. Je me contente d'enfoncer une nouvelle fois le clou en résumant en quelque sorte la différence
entre ces deux modes de financement de l'économie. Et je pense qu'il y a trois grandes différences. La première différence, c'est que sur les marchés de titres, ce que font ce qu'on appelle les investisseurs, à tort d'ailleurs, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des gens qui font des placements financiers. Mais les gens qui font des placements financiers, ils ont de l'argent, qu'ils ont gagné, on ne sait pas comment, d'ailleurs on ne leur demande pas, ils ont de l'argent. Voilà. Et c'est donc du capital accumulé. Donc c'est de la richesse, c'est de la valeur antérieurement créée par du travail humain qui a été captée par des patrons, des capitalistes, et qui est accumulée sous forme de trésorerie. Et avec cet argent, on va acheter des titres. Alors que dans les banques, il y a une particularité, c'est que les banques, quand elles prêtent de l'argent à un client, elles créent de la monnaie à partir de rien. Alors je ne vais pas me lancer dans un exposé de la création monétaire des banques, mais le fond du problème, c'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut simplement se placer dans la situation du consommateur qui achète une machine à laver à crédit. La banque du magasin lui prête l'argent nécessaire pour acheter la machine à laver. Cet argent se retrouve immédiatement sur son compte. C'est concret. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui arrive tous les jours. Et donc les banques, elles ont ce pouvoir-là. Et donc, créer de la monnaie à partir de rien, ça n'a pas les mêmes contraintes que de rentabiliser un capital qu'on va investir sous forme d'actions et d'obligations sur le marché financier. Ce n'est pas les mêmes conditions économiques. C'est une grosse différence. La deuxième différence, on en a déjà parlé, c'est que... Alors, celle-là, on n'en a pas encore parlé. On l'a un peu évoqué. C'est que quand je suis en relation avec un banquier, avec les marchés de titres, donc, si je suis un financier, je possède un portefeuille d'actions et d'obligations, à l'instant même, en une fraction de seconde, je peux vendre si j'ai décidé que ce placement n'était pas assez rentable. Et quand on dit une fraction de seconde, c'est vraiment un millionième ou un milliardième de seconde avec les programmes de négociation qu'on a aujourd'hui. Il n'y a même plus besoin de cliquer. C'est la machine qui instantanément réagit à la moindre information qui apparaît. Donc, absence totale de relation humaine entre le créancier et le débiteur. Alors que, sans une banque, un banquier peut être un requin et être quelqu'un de particulièrement cruel et pervers, mais quand même, il connaît son débiteur. Et il est obligé à un moment de lui dire « j'arrête ». Et pour un patron de PME, c'est des choses qui arrivent tous les jours, ça. Le coup de téléphone du banquier, tu as des impayés, tu es mal noté à la Banque de France, je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais j'ai des contraintes, etc. Il est obligé de lui dire non. Alors, il peut envoyer un SMS, etc. Peu importe. Mais ce n'est pas pareil que sur les marchés financiers où on a la logique du capital à l'état pur, sans aucun élément qui vienne le troubler. Et donc, la dernière, évidemment, conséquence de ces trois choses-là, c'est que les marchés financiers, c'est la quintessence du capitalisme. Un titre financier, c'est une marchandise extraordinaire qui a une valeur qui se traduit par une valeur d'échange sur le marché, un prix, un cours en bourse. Et la valeur d'usage de cette marchandise, c'est que ça rapporte du profit. C'est absolument génial, c'est l'invention géniale des capitalistes. Et c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. Pas de morale, pas d'histoire, pas d'ambition, pas de projet. C'est la rentabilité qui compte, et les marchés financiers sont organisés pour ça. Ça a été inventé pour ça, pour qu'on ne prenne pas en compte d'autres critères que la rentabilité du capital, le taux de profit maximum. Alors que les banques, c'est des institutions. Il y a 400 000 employés de banque en France. Donc c'est des gens qui ont une sensibilité, voire des idées politiques, qui sont syndiqués parfois. Moi, je ne connais pas un seul banquier professionnel qui ne se plaigne pas à moi du métier qu'on lui fait faire en ce moment. Il aimerait que l'argent de sa banque serve à développer son territoire, l'emploi des gens, le bien-être. Et donc ça veut dire aussi que ces gens-là, on peut aussi faire pression sur eux. On peut faire comme attaque, aller dans les agences de la BNP, piquer les chaises, on peut séquestrer le directeur d'agence, on peut mener des campagnes de presse contre le lobby bancaire, etc. Donc c'est un sujet politique. Les banques sont des institutions politiques qui sont beaucoup plus complexes que les marchés financiers. Et par exemple, les banques, on peut les nationaliser. On peut nationaliser la Bourse de Paris si on veut, mais on ne nationalisera pas le marché financier français et international. C'est très différent. Donc on peut faire de la politique avec les banques, on ne peut pas avec les marchés financiers. Et donc ça a une certaine importance, parce que quand on regarde maintenant l'histoire économique du capitalisme, avec les cycles longs qui se sont succédés, dont on a parlé la dernière fois, dont je ne reviens pas sur les mécanismes qui expliquent pourquoi, enfin les processus qui expliquent pourquoi il y a une phase d'expansion de l'accumulation du capital
suivi de phases de difficultés récurrentes, structurelles d'accumulation du capital qui débouchent sur des transformations elles-mêmes structurelles. Je n'explique pas tout cet aspect-là, mais on sait que ça a été observé empiriquement, expliqué par différentes théories, en particulier celles qu'on a exposées au cours des dernières séances. Et alors, ce qu'on peut apporter de nouveau par rapport à ce qui a été dit la dernière fois aujourd'hui, c'est qu'il y a des espèces de rectangles gris là sur le truc, c'est qu'on observe dans l'histoire économique que les périodes où la finance, et en particulier la finance de marché, devient prépondérante, où on voit se développer la spéculation, ce sont des périodes qui correspondent aux phases de difficultés structurelles de l'accumulation capitaliste. Quand on s'aperçoit que c'est difficile de rentabiliser le capital, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir essayer de trouver quelque chose, un changement profond pour arriver à relancer l'activité et l'accumulation, au-delà de ce qui arrive habituellement avec les crises qui jalonnent le cycle des affaires, alors là, on voit apparaître la finance. Alors ça, on voit très bien des exemples très connus, enfin, qui sont très parlants. C'est le dernier quart du 19e siècle, hein, toute cette période de spéculation financière effrénée. Il faut lire L'Argent hein, de Zola, qui est censé se passer en pleine période d'expansion sous le Second Empire, mais qui en réalité a été écrit en 1890, je crois, et qui est complètement nourri par l'expérience de la crise financière et de la spéculation de ce dernier quart du 19e siècle, hein, avec le krach de l'Union Générale, le scandale de Panama, et tout un tas beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ce n'est pas le sujet du jour, je ne développe pas. Et donc je passe... un économiste qui est bien connu aujourd'hui, qui est Michel Aglietta, qui a eu l'occasion d'écrire empiriquement l'histoire financière, au moins depuis le milieu du XIXe siècle, serait un grand balancier entre les époques dominées par la finance des marchés et celles qui sont dominées par l'essor des banques. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe. Mais alors, il ne met pas, Aglietta, lui, bien qu'il ait commencé sa carrière ici, à la section économique du PCF, il ne met pas en relation cette alternance entre la domination des marchés financiers et l'essor des banques et les ressorts très profonds de la régulation du capital par le taux de profit, de la suraccumulation, de la dévaluation du capital. C'est ce que Paul Boccara a fait en disant, en observant que la domination de la finance est alors je cite encore, est un élément constitutif des phases longues de difficulté de l'accumulation du capital, pendant laquelle la croissance est durablement ralentie, en liaison avec l'éclatement de la suraccumulation durable de capital et les difficultés du taux de profit dans la production réelle. C'est tiré d'un article qu'il avait publié dans la revue ici en 87. Et donc, on a donc une clé pour comprendre cette montée de la finance dans les périodes de difficulté. Et là, on comprend, à la lumière, enfin, je ne sais pas si j'ai été assez clair tout à l'heure, mais si ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, on comprend pourquoi la finance est un très bon outil pour faire remonter les taux de profit. Les banques, c'est bien quand on est dans l'expansion. Si on veut favoriser la création de richesse, le crédit, c'est très très bien. On crée de la monnaie à partir de rien, et si tout va bien, on va être remboursé. Donc, l'expansion des banques correspond bien avec les périodes d'accumulation, de prospérité de l'accumulation du capital. En revanche, les marchés financiers, c'est formidable, parce que quand on a du mal à rentabiliser le capital, là, c'est la Gestapo. C'est une domination impersonnelle, brutale, directe, sans mélange, de la finance, de l'exigence de la rentabilité sur toute l'économie. Donc j'espère que je vais dans le bon sens avec mon truc, là, oui, c'est ça. Donc on a cette caractéristique des marchés financiers, et donc quand on est dans une phase où il va falloir faire quelque chose pour remonter la rentabilité du capital, il n'y a rien à faire, il faut faire quelque chose. Et bien, l'expansion des marchés financiers, ça va nous aider à le faire. Je parle de nous, les capitalistes, on est bien d'accord. Ça va permettre deux choses en particulier. D'abord, si la bourse est pleine d'effervescence, ça veut dire qu'on achète et qu'on vend des actions dans tous les sens. C'est-à-dire que les capitalistes les plus féroces, les plus rentables, ceux qui vont dévaloriser le capital de leurs concurrents, racheter des filiales, des concurrents, en faire des filiales, regrouper et restructurer le capital pour le rendre plus efficace du point de vue de sa rentabilisation, ils trouvent dans la bourse le moyen de le faire puisqu'il y a l'expansion financière. Et d'autre part, si vous avez
des dirigeants d'entreprises qui ont tous les 3 mois, comme c'est le cas aujourd'hui, des comptes à rendre à leurs actionnaires en disant de combien as-tu fait augmenter la rentabilité de ton entreprise depuis le dernier trimestre, combien de licenciements, combien d'augmentation, combien de baisse du coût du travail tu as obtenu. Si tu es obligé de rendre des comptes tous les 3 mois, eh bien évidemment, ça stimule. Donc ça induit des décisions en matière de choix technologiques, de choix d'embauche, de choix de marché, de choix de production ou de non-production. Et on va y arriver dans un moment. Donc, c'est ça qui explique que la financiarisation est une caractéristique des phases longues de difficulté du capitalisme. Deuxième partie de mon exposé, entrons un peu maintenant dans l'histoire économique concrète. Alors, je vais être très rapide sur le krach de 1929. Tout le monde sait que... Alors, la guerre de 14 éclate en pleine période de prospérité. Ça paraît un peu paradoxal d'après les idées qui... Mais c'est vrai, on a eu une relance de l'activité tout à fait à la fin du 19e, avec toute une série de phénomènes qui sont produits. Le plus fondamental étant le passage au capitalisme de monopole, la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel pour faire le capital financier. Et tout ça est favorisé par l'expansion coloniale, par le soutien à l'accumulation qui est apporté par la montée des dépenses militaires qui conduisent à la guerre. Et donc on est en période de prospérité qui dure jusqu'en 1920 à peu près. Et en 1920 se manifeste une suraccumulation de capital caractérisée qu'on ne voit pas tout de suite et qui est... Alors, bon, il y a bien sûr des éléments qui... Il y a les destructions en Europe, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la guerre a permis une accélération de l'accumulation fantastique. Et en Grande-Bretagne, il n'y a pas eu de destruction massive non plus. Et donc, il y a une... Bon, je ne reviens pas sur la conjoncture de ce début de période, d'autant plus que ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais il y a des crises, mais on s'en sort assez bien. La crise de 1920 est assez facilement surmontée, mais elle est assez facilement surmontée dans un contexte d'effervescence financière. Les années folles, c'est aussi les années folles de la finance. C'est Wall Street, c'est... Et donc un boom financier tout à fait à la Minsky, et favorisé par une abondante création monétaire consécutive au financement de l'effort de guerre par les banques centrales en particulier. Et puis en 1929, on s'aperçoit que tout ça, c'était pour une part de la spéculation et que ça ne correspondait pas à une véritable rentabilité. Et la difficulté de rentabilisation du capital éclate au moment où le krach boursier se produit. Alors, les krachs boursiers se produisent jamais complètement dans un ciel serein. Il y avait déjà eu des alertes avant, mais là, c'est vraiment la catastrophe. Les banquiers se jettent par la fenêtre des gratte-ciel de New York. Et alors, on sait que cette crise boursière, ce krach boursier, purement boursier, a provoqué la pire crise économique du XXe siècle, en particulier en raison de politiques économiques erronées, puisqu'à l'époque, les dirigeants économiques sont imbus, comme aujourd'hui, de théories libérales, néoclassiques. Ils pensent que face à une situation comme celle-là, il faut baisser le coût du travail et il faut libéraliser les marchés pour permettre à l'expansion de reprendre. Les banques centrales pensent qu'en restreignant la liquidité, ils vont maîtriser la spéculation et elles ne font qu'aggraver encore les conséquences du krach boursier. Et donc la crise se transmet par les banques, aux banques autrichiennes et allemandes de façon très profonde, et finalement à l'ensemble de l'économie occidentale, dans un contexte sur lequel je ne reviens pas parce que c'est un sujet passionnant, dont je ne suis pas du tout spécialiste. Toute cette histoire financière de l'entre-deux-guerres, c'est un sujet où on a fait des tas d'expériences. Les pays qui ont essayé de retourner à l'étalon or, qui ont échoué, la déflation Laval, donc du gouvernement Laval en 1935, qui provoque des catastrophes économiques. Bref, donc je ne développe pas ça. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Et c'est ce qu'un auteur important, donc John Maynard Keynes, il était déjà très connu à l'époque, mais alors il a vraiment acquis la gloire dans le panthéon des économistes en montrant à quel point ces politiques économiques étaient erronées. Keynes, né en 1883, mort en 1946. La théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, c'est l'œuvre la plus connue, paraît en 1936. C'est une date emblématique. Et Keynes, alors ça me donne l'occasion éventuellement de dire une chose qui peut être utile dans les débats politiques d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de Keynes, mais qui sont beaucoup moins géniaux que lui. Et
quand on nous dit que les politiques keynésiennes, c'est relancer la demande par la dépense publique, c'est vraiment Keynes était bien plus intelligent que ça. Ce que Keynes montre, c'est qu'il y a une insuffisance d'investissement dans la crise qui est liée pas essentiellement à l'insuffisance de la demande, mais qui est très profondément liée à quelque chose que Keynes met au jour, ce qu'il appelle l'efficacité marginale du capital. L'efficacité marginale du capital, c'est ce que va rapporter $1 supplémentaire investi. Ça ressemble au taux de profit. C'est une façon d'exprimer l'insuffisance du taux de profit, donc la suraccumulation de capital, à sa façon. Et il montre que pour sortir de cette situation où l'efficacité marginale du capital est inférieure au taux d'intérêt, le marché ne peut pas y arriver tout seul. Le marché livré à lui-même est instable, il va entretenir les cercles vicieux de la déflation, les trappes à liquidité, et on pourra même mener des politiques monétaires expansionnistes. Ça ne permet pas d'en sortir. Il faut... alors je résume, un keynésien expert pourrait certainement corriger sévèrement ce que je vais dire, mais pour moi, il y a deux choses qui ressortent de cette analyse. C'est que si on veut relancer l'accumulation de capital, il faut deux choses. Il faut que les taux d'intérêt deviennent inférieurs à l'efficacité marginale du capital. Donc là, on va avoir une incitation à investir. Donc ça induit des conséquences sur les politiques monétaires, sur les politiques budgétaires. Et ça suppose aussi que l'État prenne en charge une partie de l'investissement, parce que l'initiative privée, les esprits animaux des capitalistes, comme disait Keynes, ne suffiront pas à inciter les chefs d'entreprise à créer des capacités de production supplémentaires. Et donc, il faut dévaloriser une partie du capital, le capital public, pour réaliser cet investissement qui quand on dit dévaloriser, ça veut dire que c'est un investissement qui ne réclamera pas le taux de rentabilité moyen, qui sera moins sensible à l'insuffisance de l'efficacité marginale du capital et qui permettra de relancer la machine économique. C'est la leçon, personnellement, que je retiens des réflexions économiques de l'époque. Et on sait que ces réflexions ont inspiré plus ou moins directement le New Deal de Roosevelt à partir de 1933, les politiques du Front populaire en France, et d'autres expériences, moins positives d'ailleurs, mais dans d'autres pays, et surtout qui vont inspirer, après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, qui vont inspirer les politiques qui seront menées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on pourra revenir dans d'autres séances sur cet aspect des choses, si on veut. Et comme on l'a dit la dernière fois, cette crise profonde qui se déclenche avec une suraccumulation de capital caractérisée au début des années 20 et dont on réussit à sortir au milieu des années 40, on en sort parce que la régulation du capitalisme a été profondément modifiée par rapport au capitalisme monopoliste qui existait avant. On est entré dans un capitalisme monopoliste d'État social, et je rappelle une diapo que j'avais montrée la dernière fois. On voit qu'il y a des mesures, des interventions publiques qui sont exercées dans différents domaines, qui touchent la pointe supérieure du triangle, c'est le domaine social, donc la création de la sécurité sociale, le développement des services publics. Le triangle qui, pour vous, est à gauche, c'est des choses qui touchent au pouvoir, puisqu'il y a une intervention de l'État, la planification plus ou moins poussée, notamment en France, et puis les pouvoirs, même des pouvoirs des travailleurs. Dans les comités d'entreprise en France, on a aussi des expériences en Allemagne très différentes et ailleurs. Et puis, à gauche, il y a tout ce qui est les moyens, donc les investissements publics, les nationalisations, et en particulier donc les nationalisations des banques et l'étatisation des banques centrales. La Banque de France est nationalisée en 1946, après que l'État avait pris le contrôle de la Banque de France en 1936, et on va jusqu'à la nationalisation en 1946, la création d'un statut du personnel, etc. Et à l'époque, on nationalise aussi le Crédit Lyonnais, la BNCI et le Comptoir national d'escompte de Paris, qui deviendront plus tard la BNP, et la Société Générale. Et puis on contrôle aussi les grandes banques d'affaires que sont à l'époque Paribas, la Banque de l'Indochine, la Banque de Suède. Bref, donc c'est pareil, on pourrait faire l'histoire financière
de la France. C'est un sujet très intéressant de cette époque. Ce que je retiens, moi, c'est que tout cet ensemble de mesures, comme on l'a vu la dernière fois, permet de surmonter la crise précédente et à travers une lutte de classe acharnée, puisque ça passe par les rapports de force de la libération, la puissance de la CGT, du Parti communiste, qui impose des réformes démocratiques révolutionnaires. Mais ces réformes révolutionnaires restent, pour des raisons géopolitiques, elles ne débouchent pas sur un renversement du capitalisme en Europe occidentale. Il y a la guerre froide, l'Europe occidentale reste dans le camp américain, et donc c'est le capital qui reprend la main, qui reprend le pouvoir, et qui utilise cette dévalorisation structurelle du capital public pour relancer la rentabilisation du capital privé. C'est le capitalisme monopolisé d'État social. Et qui a des résultats brillants, puisque c'est un miracle économique en Europe occidentale, une période de prospérité extraordinaire aux États-Unis, une renaissance au Japon, dans le contexte bien sûr de la rivalité avec l'Union soviétique, et les 30 Glorieuses, comme a dit Jean Fourastier. Au début, le financement de cette expansion repose massivement sur l'État. On a dit qu'on avait nationalisé les banques de France, et même le financement de l'économie passe beaucoup par le Trésor public. Il y a le circuit du Trésor. L'État s'arrange pour capter directement l'épargne à travers les comptes que les gens ont dans les services du Trésor, ça a existé jusque dans les années 90, à travers les caisses d'épargne, à travers les chèques postaux, à travers toute une série de dispositifs. Et puis même, ça va jusqu'à monter des circuits parapublics pour financer tout ce qu'il faut financer. Alors au départ, c'est vraiment l'État, c'est même l'aide Marshall dans les toutes premières années, qui sert d'avance à la production. Ensuite, c'est l'État français qui emprunte beaucoup sur les marchés financiers, aux banques, et qui s'en sert pour financer l'économie. Et puis, vous avez un circuit qui est monté spécialement pour l'agriculture, autour du Crédit Agricole, un circuit spécial pour les petites entreprises, avec la Caisse nationale des marchés de l'État, un circuit spécial pour les grandes entreprises, avec une institution qui date de 1919, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Crédit national, qui est là pour financer les grandes entreprises, à des conditions favorisées, et qui est une institution privée, mais dont le directeur général est nommé par le ministre des Finances, etc. Et donc, c'est des circuits très cloisonnés en France en particulier, mais c'est un peu pareil au Japon, où on a une espèce de forçage de la croissance à travers un contrôle public de l'économie. Cela dit, au fur et à mesure que l'expansion se produit, à partir de la fin des années 50, les années 60, on a tendance à avoir un premier amorce de libéralisation de l'économie. En particulier, c'est la grande époque de l'expansion des banques. C'est les réformes Debré en 1966 qui libéralisent l'ouverture de guichets bancaires. C'est et puis des restructurations aussi, la création de la BNP. C'est la loi de 1971 qui oblige les employeurs à payer les salaires sur le compte de leurs salariés. Donc en réalité, on oblige tous les Français à avoir un compte chèque. C'est une révolution. Ce n'était pas le cas avant. Et donc tout l'argent des Français est dans les banques maintenant, sauf les billets, mais justement, il y a de moins en moins de billets relativement aux sommes qui sont sur les comptes bancaires. Et donc c'est une grosse expansion des banques. C'est l'époque où toutes les banques conquièrent les centres-villes en installant des guichets partout. Et du point de vue de la régulation du système bancaire, c'est aussi une époque où on a tendance à favoriser des réformes libérales. Par exemple, on crée en 1967 un système emprunté aux États-Unis. Ça avait été inventé dans les années 30, 1933, je crois, par la Réserve fédérale américaine. C'est le système des réserves obligatoires. C'est moins contraignant que les règlements qui encadraient l'activité des banques avant. Ça donne un peu de respiration au marché monétaire. Et d'ailleurs, 2 ans après, 3 inspecteurs des finances, M. Marjolin, M. Sadrin et M. Wormser, j'ai plus leur prénom en tête aujourd'hui, sortent un rapport historique où ils disent qu'il va falloir libéraliser le marché bancaire sur le modèle américain. Et d'ailleurs, on commence à le faire en 1971. Le taux du marché monétaire tombe en dessous du taux d'escompte. Je vous fais le grâce des détails techniques. Donc on a une espèce de poussée vers la libéralisation qui se manifeste déjà, qui se manifeste d'ailleurs aussi dans la fameuse loi de 1973 sur le statut de la Banque de France, baptisée loi Giscard, baptisée loi Rothschild. Et puisqu'on est aujourd'hui, on pourrait être en train de manifester contre l'antisémitisme, je profite de cette occasion pour mettre en garde contre une légende urbaine qui voudrait que cette loi de 1973 soit une espèce de complot Rothschild pour prendre le contrôle de l'économie en interdisant à l'État de se financer auprès des banques centrales. C'est faux. C'était une loi d'inspiration libérale. Giscard d'Estaing, c'est un libéral. Mais un libéral nourri, il a fait l'ENA, il a fait la Résistance. Ce n'est pas un libéral à la Macron. Enfin, il y a des différences, disons. Mais
Mais ça n'est pas du tout, la loi de 73 n'interdit pas du tout à l'État de se financer auprès de la Banque de France. Ça continue jusqu'en 1994, date à laquelle on met en pratique, en vigueur en France, les dispositions du traité de Maastricht. Donc il faut faire attention aux bêtises qui se racontent malheureusement sur les réseaux sociaux et ailleurs à ce propos. Mais c'est un fait qu'on est dans une période où on tente d'aller vers la libéralisation parce que le capitalisme se porte bien et finalement on essaie de s'ébrouer un peu dans cette prospérité. Mais en France, et d'ailleurs ailleurs aussi, cette tendance à la libéralisation va être temporairement stoppée, parce qu'il va arriver quelque chose, et c'est la troisième partie de mon exposé, c'est qu'on entre dans la crise du capitalisme monopoliste d'État social. Donc on a déjà dit la dernière fois que cette crise avait été diagnostiquée par l'INSEE à la fin des années 60, par le Parti communiste dès l'article de Georges Marchais en 71, et effectivement on observe que l'efficacité du capital diminue. Donc il y a trop de capital par rapport à la valeur ajoutée qu'on peut extraire, qu'on peut produire par le travail des gens, et surtout, du point de vue des capitalistes, trop de capital par rapport à la plus-value qu'on peut extraire de ce travail et transformer en profit. Et ça, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais ça commence à avoir des effets, et on s'en apercevra vraiment à partir de la crise du pétrole de 73, tout le monde va comprendre qu'il se passe quelque chose qui ne se passait pas avant. Et la première réaction des politiques économiques, particulièrement en France, mais aussi au Japon, même en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, c'est quand on est confronté à ce retour inattendu de la suraccumulation de capital, eh ben on se dit, très bien, ce qui va marcher, ce sont les recettes qui ont marché en 1930, en 1940. Donc on revient aux politiques de bas taux d'intérêt et d'étatisation du financement de l'économie. Et en France, c'est très très net, c'est une époque où vraiment on va contrôler de plus en plus étroitement, c'est le ministre des Finances qui fixe tous les taux d'intérêt, c'est plus du tout le marché. On va développer toutes les procédures spéciales privilégiées de financement de l'investissement, de l'exportation, de l'investissement à l'étranger, des PME, de l'agriculture, des grandes entreprises, des petites entreprises, etc., des collectivités territoriales, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est très important, la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Il y a ensuite sombré sous le nom de Dexia beaucoup plus tard. Mais donc on exacerbe ça. Et c'est une époque qui, par les économistes de l'époque, avait été caractérisée comme une économie d'endettement. Et on se plaignait de l'économie d'endettement en disant mais les entreprises veulent du crédit, les banques leur donnent tout le crédit qu'elles veulent, la Banque de France laisse les banques prêter autant qu'elles veulent aux entreprises, mais ça ne donne pas de la croissance. Le chômage augmente inexorablement depuis le début des années 70. Et non seulement ça ne donne pas de la croissance, mais en plus ça accélère l'inflation. Raymond Barre, meilleur économiste de France, affiche 15% d'inflation au moment où il est ministre des Finances. Et ça, l'inflation, c'est intolérable pour le capital, parce que c'est une baisse des prix qui vient ronger la valeur des patrimoines. Et donc, grande inquiétude. Et pour réagir à ça, dans un premier temps, on utilise des moyens administratifs, l'encadrement du crédit en France. Entre 73 et 84, c'est le Trésor qui fixe à chaque banque le montant d'augmentation de ses crédits qu'elle va avoir le droit d'opérer pendant le trimestre qui vient. Et l'augmentation des crédits des banques, vous vous souvenez, c'est la création monétaire. On essaie de contrôler la création monétaire en donnant un encadrement administratif du crédit bancaire à toutes les grandes banques. Et ça, c'est géré par des bureaux du Trésor avec l'appui de bureaux à la Banque de France. Donc, et ça ne marche toujours pas. Et donc, alors, cette politique-là d'étatisation du financement, ça atteint son degré suprême en France, évidemment, en 81, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la nationalisation de 85% des banques, de la quasi-totalité du secteur des assurances, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la suraccumulation de capital persiste, et non seulement elle persiste, mais en plus la rentabilité du capital tombe au plus bas à la fin des années 70, en France, au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. En Allemagne, c'est un petit peu différent, mais l'Allemagne n'échappe pas complètement à... Donc ça veut dire, il faut regarder la réalité en face, ça veut dire que les méthodes qui ont marché en 45-46, la dévalorisation de capital public pour soutenir la rentabilité du capital privé, ça ne marche pas. C'est les méthodes qui ont marché il y a 40 ans qui progressivement sont entrées elles-mêmes en crise. Donc il faut faire quelque chose. Alors, pourquoi cet échec ? Ça serait très long de développer ce point-là, ça dépasserait probablement mes compétences personnelles, il faudrait demander à quelques camarades que je connais de venir développer ça ici.
Mais je pense que c'est très lié à un fait qui distingue profondément notre période de la période des années 30, 40 et 50. Il y a bien d'autres choses, il y a la révolution écologique sur laquelle on pourrait dire beaucoup de choses, mais la révolution informationnelle. Parce que cette révolution technologique, aussi radicale que la révolution néolithique 7000 ans avant Jésus-Christ, ou que la révolution industrielle qui a été la base technique du capitalisme, elle remet profondément en cause l'économie de marché. Donc c'est rentabiliser une machine, on sait à qui elle est la machine. Si je l'ai, elle est à moi, elle n'est pas à celui qui va travailler dessus. Rentabiliser une information, à qui elle est l'information? Le brevet, elle est au chercheur qui a trouvé, elle est au patron du chercheur, elle est au banquier qui a pris le brevet en gage pour les crédits, comme Goldman Sachs l'avait fait avec les brevets d'Alcatel il y a une dizaine d'années, etc. Donc une information, ça n'est pas un objet qu'on peut s'approprier de façon aussi expéditive qu'un objet matériel. Alors ça ne veut pas dire que les Google, les machins, etc., ne font pas des énormes profits avec de l'information. Mais c'est pas dans l'ADN du capitalisme. Ça remet profondément en cause le capitalisme. Ça appelle à toute autre chose, à une économie de partage, partager les coûts comme on partage les informations. C'est une autre logique. Mais cette autre logique-là, le capitalisme est très très mal à l'aise pour la prendre en compte. Alors il a trouvé une solution jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un aspect des choses, c'est que si vous avez une machine et que vous allez chez votre banquier pour emprunter l'argent nécessaire pour en acheter une deuxième, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous hypothéquez votre machine. Vous dites au banquier, je t'emprunte de l'argent et si ça ne marche pas, tu deviendras propriétaire de ma machine. Une information, c'est beaucoup plus difficile. Si vous êtes un artiste, un réalisateur de film ou un producteur de film, tu vas voir ton banquier et on lui dit, bon voilà, je pense que ce film-là, ça va être le succès du siècle, il va faire 100 millions de dollars de recettes, qu'est-ce qu'on en sait? Personne n'en sait rien. Donc c'est une incertitude radicale. Les banquiers ont horreur de ça. Ils détestent financer ça. Alors en France, on a heureusement l'avance sur recette, toute une intervention de l'État qui a sauvé le cinéma français, mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Et donc, dans tous ces domaines-là de l'économie informationnelle qui représente une part prépondérante de l'économie aujourd'hui, ça ne va pas disparaître l'industrie, mais ça pèse énormément sur l'ensemble de l'économie. Les banques ne sont pas très bien armées pour financer ça. Par contre, les marchés vous disent « Ah, mais il n'y a pas de problème, moi, le risque, c'est mon métier, calculer le risque. Allons-y. Mais mise 100 millions de dollars et on verra bien ce que ça rapporte. Tu prends tes risques. » Et donc, c'est une des bases profondes, économiques, matérielles, du développement de ce qui s'est passé ensuite. Et par exemple, c'est une des bases du développement de ce qu'on a appelé les multinationales. Une multinationale, c'est un objet informationnel. C'est une organisation qui contrôle de l'information, des brevets, des systèmes de production, mais tout sous le contrôle de la finance et sous le contrôle des actionnaires. Et des marchés financiers, puisque les actionnaires peuvent à tout moment revendre leurs actions sur le marché. Or, effectivement, en 1979, il faut se rappeler la situation économique et politique de 1979. Deuxième crise pétrolière, récession, faillite de nombreuses entreprises, crise du système monétaire international depuis 10 ans, chute du dollar. Le dollar est au plus bas à l'époque et il vaut 4 francs. Perte de contrôle, donc risque de perte de contrôle par les États-Unis de leur monnaie qui est pourtant l'hégémonie, l'exorbitant privilège, comme disait Giscard d'Estaing, du dollar. Alors, il y a aussi l'aspect géopolitique. La guerre du Vietnam perdue par les États-Unis, l'armée rouge à Kaboul, les communistes au bord du gouvernement à Paris et à Rome. Tout va mal. Il faut faire quelque chose. Et ils ont fait quelque chose. En octobre 1979, alors en 1979, Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Grande-Bretagne, Ronald Reagan gagnera les élections l'année suivante aux États-Unis, avec tout l'attirail néolibéral qui s'était constitué pendant des années auparavant et qui vont mettre en pratique dans leur politique. Mais dès octobre 1979, avant même l'élection de Reagan, la Réserve fédérale américaine change de politique monétaire. Jusqu'en 1979, depuis la guerre, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, c'était de contrôler les taux d'intérêt pour qu'ils soient le plus bas possible et qu'ils stimulent l'investissement des entreprises.
Paul Volcker, président de la Réserve fédérale à l'époque, démocrate, il a repris du service sous Obama après la crise des subprimes, dit, moi j'applique les théories de Milton Friedman, il faut contrôler la quantité de monnaie, pas les taux d'intérêt. Et donc maintenant je vais contrôler la base monétaire. C'est un truc délirant, néolibéral, faux. La base, le multiplicateur de monnaie qui voudrait que la quantité de monnaie en circulation soit un multiple de la quantité de monnaie créée par la Banque centrale, c'est faux. Mais ça fait rien, on l'applique, et donc on dit je vais contrôler la base monétaire, la quantité de monnaie que la Banque centrale met en circulation sur le marché monétaire. Et je fais monter les taux d'intérêt, tant pis. Si ça tue l'économie, tant pis. Si je provoque une récession, tant pis. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il provoque une récession. Et alors, c'est une mesure, c'est ce que François Chenet, l'économiste trotskiste, et Duménil et Lévy aussi, ont appelé le coup d'État monétaire. Et c'est vrai, c'est un coup d'État, vraiment. C'est la prise de pouvoir par les marchés financiers. Et pour le voir, alors là, j'adore ce graphique, voilà, sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus longtemps que sur les autres, parce qu'évidemment, il faut le commenter là, pour voir ce que ça veut dire. Vous voyez que les bâtons, c'est le taux de croissance annuel de l'économie américaine. Et la courbe rouge, c'est le taux d'intérêt qui sert de référence à toute l'économie américaine, c'est le rendement des obligations d'État américains à 10 ans. Comme le taux de croissance, c'est le taux réel, donc on a enlevé le taux d'inflation. Et on fait la comparaison entre les deux. On se rappelle Wicksell, le taux naturel d'intérêt, Keynes, l'efficacité marginale de capital, tout ça. Donc c'est bon, vieille tradition. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que jusqu'en 1979, la courbe rouge est en dessous du taux de croissance de l'économie. C'est-à-dire que le taux de croissance de l'économie est supérieur au taux de rendement des actifs financiers. Pourquoi? Parce qu'on a des politiques monétaires qui pensent que c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que ça stimule la croissance. Et en 79-80, aux États-Unis, à la suite du tournant de la politique monétaire américaine, d'un seul coup, le taux d'intérêt réel devient supérieur au taux de croissance de l'économie et va le rester jusqu'à la fin des années 90. C'est la partie qui est en rose. Bon, alors après, ils ont tellement de problèmes qu'ils ont été obligés de rebaisser les taux d'intérêt et maintenant ils sont à zéro. Mais ça, c'est la preuve de l'échec de cette politique. Mais dans un premier temps, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance de l'économie, ça veut dire que le monsieur qui a acheté une obligation du Trésor américain le 1er janvier, à la fin de l'année, par exemple à la fin de l'année 1985, il va exiger 7% en plus. Il veut avoir 107. Même, qu'est-ce que je dis, 108 ou 109. Et l'économie, elle n'aura cru que de 106 ou 107. À la fin de l'année 90, il va exiger encore 5% d'intérêt, alors que l'économie n'aura cru que de 2%. Donc mécaniquement, ça veut dire que les financiers doivent capter une part plus grande de la richesse qu'avant. Ça induit une augmentation de la part des profits financiers dans la valeur ajoutée. Sinon, ce n'est pas possible. Comptablement, ça ne tient pas. Et c'est effectivement ça qui se passe. Et pourquoi ça se passe? Parce que les marchés financiers ont les moyens de se faire obéir. À cause de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, cette domination brutale, sans frein, du créancier qui a le droit d'être remboursé par le débiteur. Et sinon, le débiteur ne peut plus, on peut prononcer sa mort économique. Donc, sous peine de mort, il faut rémunérer les financiers. Et coûte que coûte, à partir de cette période-là, on va rémunérer les financiers. Alors ça, c'est la chronique des événements aux États-Unis. Si on regarde ce qui s'est passé en France, c'est pratiquement pareil, avec quelques années de décalage. Chez nous, ça commence en 83, au moment du tournant de la rigueur. Je ne m'appesantirai pas, je ne remuerai pas le couteau dans la plaie sur cet épisode politique. Mais c'est effectivement à cette époque-là que l'économie était totalement étatisée à ce moment. Enfin, le système financier était totalement étatisé en 83. Et en 83, on commence à libéraliser les taux d'intérêt. Et puis après, on réforme complètement le marché de la dette publique. On crée les obligations assimilables du Trésor, les bons du Trésor négociables. On crée le MATIF en 1986, le marché à terme des instruments financiers, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est-à-dire qu'on fait piloter le système financier par la spéculation. On crée le marché des titres de créances négociables. Et à partir de 1986, on commence à démanteler le contrôle d'échange, donc à se diriger vers une situation où les capitaux peuvent circuler librement d'un pays à l'autre.
Il faut se rappeler que dans les années qui précédaient, sous le gouvernement Mauroy Delors, on ne pouvait pas partir en vacances, on demandait l'autorisation à la Banque de France pour emporter 500 francs. Donc c'est vraiment une révolution. C'est en France que c'était le plus brutal, parce que la France était le plus étatisé de tous les systèmes financiers du monde, avec peut-être le système japonais. Et d'un seul coup, il s'aligne sur le modèle anglo-saxon. Et donc en 86, on est prêt, on peut commencer à privatiser les banques. Ce qu'il y avait déjà eu en 84, la loi, je n'ai pas parlé, la loi de l'or qui commence à banaliser le système bancaire, à revenir sur la séparation entre banques d'affaires et banques dépôt, etc. Donc effectivement, la droite commence à privatiser les banques, ça commence par Paribas en 86. Et en 90, on est prêt, on peut libéraliser complètement, supprimer le contrôle d'échange, fermer le service qui s'en occupe à la Banque de France et au Trésor, sur le modèle de Margaret Thatcher. Alors la différence avec Thatcher, c'est qu'on n'a pas licencié les gens qui s'en occupaient. On les a reclassés. Mais l'idée, c'est, on dit au marché, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à craindre, on ne reviendra jamais au contrôle d'échange. Et on essaie de gagner la confiance des marchés financiers. Et pour gagner la confiance des marchés financiers, c'est une autre histoire, on en parlera le mois prochain, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une monnaie unique, l'euro, au service des marchés financiers. Et ça, c'est le sujet de la conférence suivante. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. La libéralisation de l'économie a permis de faire remonter les profits. Alors, il y a une statistique qui est souvent citée dans le mouvement social, et moi, j'adore aussi en parler, parce que quand on regarde de près comment ça s'est passé, c'est très intéressant, c'est la remontée de la part des profits dans la valeur ajoutée. Vous voyez qu'en 78-79, c'est au plus bas, c'est la crise. Et en quelques années, ça remonte en flèche. Et ça correspond exactement à la période de libéralisation du système financier. Alors, bon, post hoc, ergo propter hoc, c'est pas toujours vrai. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même un gros soupçon, quand même. Mais ça ne s'est pas fait par décret. Il n'y a pas un jour quelqu'un, un capitaliste, un gouvernant, qui s'est réveillé le matin en se rasant en disant tiens, si je faisais baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que sous la pression des marchés financiers, des actionnaires, les gestions d'entreprise ont changé. C'est-à-dire que les gens qui avaient le choix entre embaucher ou remplacer des travailleurs par des machines ont choisi de remplacer des travailleurs par des machines. Les gens qui avaient le choix entre développer la production ou placer leur argent en bon du Trésor américain ont choisi de placer leur argent en bon du Trésor américain. Vous avez vu la courbe tout à l'heure. C'était plus intéressant de placer son argent en bon du Trésor américain que de miser sur la croissance de l'économie. Et donc, à travers une multitude de décisions de gestion, à travers une lutte des classes, parce que les salariés se sont défendus, évidemment, ils ont essayé de se défendre. Mais ils avaient en face d'eux, comme dit Yanis Varoufakis, pas des tanks, mais des banques. C'est encore pire. Donc, à la fin, ils ont gagné. Ils ont fait remonter, à la fin, non, c'était pas la fin, ils ont fait remonter la part des salaires dans la valeur, des profits dans la valeur ajoutée. Évidemment, corrélativement, ça fait baisser la part des salaires, forcément. Hein, mathématiques. Et donc, ils ont fait remonter le taux de profit provisoirement. Ce sur quoi j'insiste, c'est que ce changement dans la répartition des richesses, ce n'est pas seulement un changement dans la répartition des richesses. Il n'a pu arriver parce qu'il y a eu un changement dans la façon de produire les richesses. C'est très important. C'est un point sur lequel il faut, à mon avis, développer énormément le débat public aujourd'hui, parce que dans le mouvement social d'aujourd'hui, si on veut arriver à gagner, il va falloir tenir compte de ça. Si on se contente de demander une répartition des richesses en prenant un peu d'argent aux riches pour donner aux pauvres, alors là, on est sûr que ça ne va pas marcher. Pourquoi on est sûr que ça ne va pas marcher? Parce qu'on a déjà essayé. On l'a fait dans les années 60, on l'a fait dans les années 70, et ça n'a pas marché. Donc il faut toucher au cœur du système, au cœur du capital, à la production, et évidemment, c'est une révolution. Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut la faire. Voilà. Et donc, dernière remarque sur la philosophie de cette situation. Quand on dit que les marchés financiers sont prépondérants dans l'économie, et j'insiste sur l'importance que ça représente, ça pourrait vouloir dire que les banques sont moins importantes. En fait, si, les banques sont toujours là. Elles sont là partout où il y a les marchés financiers. Si vous voulez émettre des obligations, des actions, vous passez par une banque. Si vous voulez négocier des actions, des obligations, vous passez par une banque. Et si vous voulez spéculer, vous n'avez pas l'argent pour gagner des milliers et des cents. C'est pas vrai. Georges Soros, il ne travaille pas seulement avec son argent et l'argent de ses clients.
Il gagne des rendements extraordinaires de ces opérations parce que la plus grande partie de l'argent qu'il mise dans ces opérations de spéculation, il l'a emprunté à une banque. Et ce que font les banques aujourd'hui, c'est qu'elles prêtent aux spéculateurs, et alors qu'elles devraient prêter directement à l'économie. Et ça, ce n'est pas de la morale, c'est des statistiques. Ça, c'est les comptes nationaux français. Voilà. La part des opérations des banques qui va à autre chose qu'au financement des agents non financiers résidents, c'est les ménages, les entreprises de trésor public. Elle s'est énormément accrue à différentes périodes. Donc il y a une inflation financière qui va au détriment de l'activité réelle. Voilà. Donc du coup, je m'aperçois que j'ai presque épuisé mon temps de parole et que je n'ai pas parlé de la crise des subprimes. Donc je vais aller très très vite. Je vous remonte le graphique de la dernière fois, où on voit que cette politique a permis de faire remonter les taux de profit, mais pas durablement de mettre fin à la suraccumulation. Et l'autre inconvénient de cette politique, c'est qu'elle conduit à des crises financières. Alors on a complètement oublié le krach boursier de 1987, qui n'a eu aucune incidence sur la conjoncture, ça s'est passé comme si de rien n'était, et c'était quand même le plus grand krach depuis 1929. On a un vague souvenir de la crise asiatique de 1997, qui était plus grave, et qui s'est terminé à Wall Street avec le fonds spéculatif LTCM, Long Term Credit Management par antiphrase, qui était en faillite. Il fallait trouver 7 milliards de dollars, et ça s'est réglé un samedi après-midi à la Réserve fédérale de New York, qui a réuni tous les grands banquiers, Goldman Sachs, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Bank of America, Citibank, etc. Il leur a dit maintenant vous trouvez 7 milliards de dollars, sinon tout le système s'effondre. Et ils ont trouvé 7 milliards de dollars. Et finalement, là encore, il ne s'est rien passé de grave sur la conjoncture économique. La récession n'est arrivée qu'en 2001, au moment de la crise de... Donc on était... Et là, évidemment, la dernière catastrophe, c'est 2006-2007. Et là c'était tellement grave que ça a immédiatement provoqué une dépression très grave, la pire de toute l'après-guerre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des subprimes? On dit c'est les banques qui ont prêté de façon irresponsable à des ménages qui ne savaient pas ce qu'ils empruntaient, etc. Oui, sans doute, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il existe aux États-Unis un système, depuis les années 30, qui consiste à transformer les crédits immobiliers aux ménages en titres qui sont négociés sur des marchés financiers. Alors ce marché était régulé. On avait créé en 1933 des institutions qui étaient très connues des Américains, puisqu'on les appelait par leur petit nom, Freddie Mac et Fannie Mae, qui étaient des institutions publiques, semi-publiques, comme on a chez nous la Caisse des dépôts, etc., qui régulaient ce marché. Mais dans les années 80, 90, 2000, ce marché s'est emballé avec toute une série d'institutions nouvelles, nourries par le crédit bancaire, dans le contexte de la crise, qui se sont mises à spéculer sur des titres qui représentaient des crédits immobiliers. C'est-à-dire que, en gros, enfin, je n'ai pas le temps, je suis en retard, le cours de ces titres augmente quand le prix du mètre carré augmente. Parce que les ménages vont pouvoir hypothéquer leur maison, revendre, acheter, etc. Et quand le prix du mobilier est... Donc, spéculation gigantesque tout au long des années, du début des années 2000. Vous voyez sur la courbe ici, les grandes villes, le prix du mètre carré dans les grandes villes américaines qui monte, qui monte, qui monte. Et puis en 2005, le cours ne baisse pas, il a baissé après la crise. Il arrête de monter. Mais si le cours du mètre carré arrête de monter, les gens qui avaient spéculé sur une augmentation du cours dans les prochaines années, qui avaient emprunté aux banques, ils ne peuvent plus rembourser. Et là, c'est la catastrophe. Et donc, le 7 août 2007, une grande banque américaine, comme son nom l'indique, BNP Paribas, annonce qu'elle arrête les opérations, qu'elle suspend les opérations de ces fonds de spéculation sur les subprimes. Il y en avait deux. Et après, c'est la panique générale, parce que si BNP le dit, ça veut dire que tous, c'est comme les animaux, ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, ils ont tous peur de mourir. Donc, alors là, je vous montre ce truc, je ne vous commande pas, vous voyez, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Hein, les interactions, c'est-à-dire qu'en quelques semaines,
une crise localisée sur un marché important, mais localisée aux États-Unis, devient une crise mondiale de l'ensemble du système financier occidental. Voilà. Donc, panique générale. Septembre 2008, faillite de Lehman Brothers, une des 5 grandes banques de Wall Street, tout le monde s'en souvient. Mais sauf que Lehman Brothers devait de l'argent à tout le monde. Il devait de l'argent à Goldman Sachs, il devait de l'argent à BNP, il devait de l'argent au Crédit Agricole. Bon. Il devait de l'argent à ING, la plus grosse compagnie d'assurance du monde. Donc toutes ces entreprises-là font faillite, virtuellement. Fannie Mae et Freddie Mac, qui géraient le marché des subprimes, sont en faillite, techniquement. Et alors le Trésor américain, qui avait vu ce que ça donnait quand on accepte la mise en faillite de Lehman, décide que ça suffit, on va sauver le système financier international. On va sauver le système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de tirer les leçons des erreurs qui ont été faites en 1930. En 1929. Donc on baisse les taux d'intérêt, on déverse de la liquidité sur le marché monétaire. Ça, c'est la politique monétaire. Vous voyez la réserve fédérale, comment elle augmente son bilan. Quand une banque centrale augmente son bilan, ça veut dire qu'elle crée massivement de la monnaie. On y reviendra la prochaine fois sur le cas de la BCE de façon plus détaillée. Et puis les États font des plans de relance. Alors d'abord, ils viennent au secours des banques, hein, avec toutes les dispositions qui sont écrites ici, que je ne répète pas. Et puis il y a des plans de... Et alors, comme les opérateurs privés, les entreprises et les ménages qui sont en faillite, donc les entreprises à cause de la crise, les ménages parce qu'ils ont des emprunts immobiliers qu'ils ne peuvent pas rembourser, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Il faut bien que que l'endettement public vienne remplacer l'endettement privé. Alors ça, ce graphique qui a été fait par M. Prouta, économiste au Crédit Agricole il y a quelques années, il est très très parlant. Il montre comment évolue la dette privée en marron, là, qui s'effondre au moment de la crise, les subprimes, mais aussitôt l'État vient au secours en empruntant à la place. Alors il emprunte pour comment? Ben, avec des plans de relance massifs, donc, aux États-Unis, en Chine, au Japon, un peu moins en Europe, les États vont dépenser beaucoup d'argent pour relancer l'économie. Et, sauf que quand un État dépense de l'argent, ça fait du déficit, donc, comme on le voit sur ce graphique-là. Et quand on augmente le déficit public, on augmente la dette. Et là, si on avait le temps de s'arrêter sur ce graphique, c'est assez amusant parce qu'on s'apercevrait que les pays qui ont le plus augmenté leur dette publique en pourcentage du PIB après la crise, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Par exemple, les États-Unis, qui sont pratiquement dans la même situation que la Grèce. Et que se passe-t-il une fois que les États ont sauvé les marchés financiers en s'endettant massivement? Que disent les marchés financiers? Ah, mais c'est pas bien là, vous êtes endettés. C'est très grave. Vous nous faites peur. Vous risquez de ne jamais nous rembourser. Et donc, on va commencer à spéculer contre vous. Et que font les États? Ben, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il y a ceux qui payent pour les autres, comme la Grèce, hein, qui sont massacrés. Et puis les autres, les banques centrales prêtent de l'argent, les États s'endettent. Et on injecte de l'argent dans le système pour continuer l'inflation financière. Et le résultat, c'est ça. C'est l'évolution comparée. En bleu, le PIB mondial réel, c'est-à-dire la quantité de richesse créée chaque année par les gens qui travaillent sur la planète. Et en rouge, le total de l'argent qui est dans les bourses. Et donc on voit comment ça évolue en base 100 en 80 et ce que ça devient en 2015. C'est-à-dire qu'on va vers un nouveau crack, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et il sera pire que celui de 2007, puisqu'on est encore dans des proportions encore plus défavorables. Donc je termine là-dessus. Pour ne pas être trop... éviter que les auditeurs sortent complètement effondrés de la séance et qu'on assiste à une épidémie de dépression, je pense qu'il y a une solution. Mais évidemment, il faut toucher profondément aux racines du système. Mais comment arriver aux racines du système? Par quelle voie on y arrive? Toucher à la suraccumulation de capital. Remplacer la logique du taux de profit par une logique de développement des capacités humaines et des biens communs. C'est pas évident. Alors moi j'ai une suggestion, c'est pas la seule, mais elle me paraît fondamentale, cruciale et d'une grande actualité politique. D'ailleurs, on en parle cet après-midi
dans la presse. Si on veut toucher au pouvoir du capital, si on s'attaque aux marchés financiers, on a perdu d'avance. Les marchés financiers, c'est le capital à l'état pur. Par contre, on peut s'attaquer aux banques. Et ça me ramène à ce que je disais en commençant. Les banques, ce sont des institutions politiques sur lesquelles on peut agir. Les banques et les banques centrales, d'ailleurs, au passage. Et ça, c'est de la politique. Donc ça dépasse le cadre de l'exposé. Non, ça ne dépasse pas, d'ailleurs. C'est tout à fait légitime d'en parler. Mais comme j'ai déjà largement dépassé mon temps de parole, je n'épilogue pas davantage là-dessus. Vous imaginez, je vous laisse imaginer la suite de l'argumentation. Voilà. Alors, merci Denis. Ben, justement, tu développes pas, mais ça peut faire partie des questions qui vont être posées éventuellement par l'auditoire. Alors, je vous laisse poser vos questions maintenant. Et Léon va passer avec le micro. Merci Denis. Pour ton exposé, je me suis posé une question en t'entendant, mais j'ai peut-être raté un point du raisonnement qui m'a semblé un peu plus faible, mais sans doute que j'ai raté quelque chose. C'est quand tu évoques, dans le cas de la France, l'échec des politiques en 1981, 82, 83, enfin qui va mener à 83, et que tu dis que c'est lié, quand tu dis pourquoi ça a échoué, tu dis que c'est lié à la révolution informationnelle. Alors là, le lien entre l'échec des politiques de contrôle du capital, de réinjection du capital par les banques nationalisées et la révolution informationnelle qui, sur d'autres points, me semble très important, le lien m'échappe. Et finalement, moi j'avais toujours compris ou cru comprendre que l'échec de ces politiques était largement lié au rétablissement, ou à l'expansion très forte de la mobilité des capitaux, notamment en Europe, qui mettait en échec la capacité des États et des banques nationalisées de relancer l'économie. Donc moi, ça m'amène toujours à une question qui est de savoir dans quelle mesure on peut véritablement même s'attaquer aux banques, ou réguler les banques, reprendre un contrôle sur les banques, sans contrôle de la mobilité des capitaux très forte, internationalement, mais aussi au sein de l'Union européenne. Ce qui pose la question, qui moi me gêne toujours beaucoup, de l'Union européenne finalement. Qu'est-ce qu'on fait de cette Union européenne et de cette mobilité des capitaux au sein de l'Europe? En tout cas, tant qu'il n'y aura pas une majorité de gauche dans tous les pays d'Europe. Ce qu'on peut souhaiter. Mais bon. On va prendre plusieurs questions ou commentaires ou remarques. C'est pour avoir plus de détails sur la séparation entre les banques et les marchés financiers. Où se place tout ce qui est venture capital, je pense Uber qui a levé, centaines de milliards de dollars, qui ne sont pas sur les marchés financiers, mais qui sont... c'est pas des banques non plus. Est-ce que c'est significatif et comment ça se place dans tout ça? Sinon, moi j'avais une question un peu plus théorique aussi sur quand on parle justement donc de crise financière. Est-ce que, et ça a été des grands débats, j'ai l'impression en 2007-2008, est-ce que la crise vient juste donc de, on va dire, cette émancipation de la finance qui est en dehors de tout contrôle étatique, ou est-ce qu'il n'y a pas des raisons plus profondes justement? Est-ce que la finance ne serait quelque chose qui permet de démultiplier, on va dire, la puissance d'une crise? Ou est-ce que donc la finance serait pas réellement, serait juste une sorte d'outil, mais pas réellement, en tout cas, une des causes d'une crise économique? Et donc ça interroge vraiment sur ce côté-là aussi, parce que c'est un vrai débat en ce moment sur, on va dire, avec la question de moraliser le capitalisme. Est-ce qu'il ne suffirait pas juste de revenir à un capitalisme qui ne serait pas financier, mais de revenir juste sur le capitalisme industriel on va dire, du XXe siècle? Voilà. Alors sur la deuxième question, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Il y a alors je ne sais pas à quel fonds vous faisiez exactement allusion, mais il y a effectivement des opérateurs qui... Dans les acteurs des marchés financiers, il y a toutes sortes de gens. Il n'y a pas que les banques, loin de là. Il y a alors ceux dont on parle toujours, qui sont les fonds de pension. Donc dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale,
les gens sont obligés d'épargner pour leur retraite, et donc cet argent est centralisé dans des fonds, et évidemment, ces fonds-là les placent sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que les grands capitalistes sont le petit fonctionnaire de Californie ou du Japon. Ils n'ont aucun pouvoir sur l'utilisation de cet argent, en réalité. C'est complètement déléguer le pouvoir d'utilisation de l'argent à des gestionnaires qui eux-mêmes n'obéissent qu'aux règles des marchés financiers, c'est-à-dire à la rentabilité du capital. Donc c'est un capital qui est en quelque sorte centralisé, subordonné au capital des grandes multinationales financières. Il y a les banques, il y a les compagnies d'assurance. En France, c'est majeur. Hein, les principales institutions financières. On n'a pas de fonds de pension en France. Pratiquement pas. À la place, on a l'assurance vie. 2000 milliards de placements. Mais c'est très important sur les marchés financiers internationaux. Et puis il y a les fonds de placement professionnels qui sont là pour spéculer, donc les gens très riches qui confient leur argent à George Soros, à Bernard Madoff, plus maintenant, mais jusqu'en 2007, etc. Il y en a toujours. Il y a tous les gens qui sont soi-disant pas des banques, mais qui en réalité sont contrôlés par les banques. Ça, toutes sortes de fonds qu'on appelle le shadow banking, qui en réalité toujours plus ou moins adossés à une institution bancaire. Et puis il y a les multinationales, on y reviendra tout à l'heure, qui ont de la trésorerie. Un Total, un Google, c'est des gens qui brassent des milliards de dollars, qui placent, qui achètent, qui vendent. Et puis les États, bien sûr, l'État chinois qui possède 2000 milliards ou 3000 milliards de bons du Trésor américain, etc. Donc c'est beaucoup de monde. Hein. Et là-dedans, il y a des opérateurs qui font de la spéculation. Mais toujours, cet argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part, et il est toujours plus ou moins emprunté au système bancaire, parce que c'est les banques qui créent la monnaie. Ça ne veut pas dire qu'ils font de l'argent avec de l'argent. Ils font des profits avec la sueur et la plus-value extraite des gens qui travaillent. Mais les marchés financiers, c'est une machine à pousser au maximum l'exploitation de la force de travail à travers le pouvoir qu'exerce le créancier sur son débiteur. Alors sur la question de Léon sur est-ce que oui, moi je crois, peut-être que on n'a pas été assez clair, mais tout ce qu'on a essayé de montrer au cours des 2-3 dernières séances, c'est de montrer combien la racine des difficultés économiques, c'est les processus fondamentaux de régulation du capitalisme. C'est-à-dire le jeu du taux de profit, et donc les processus de contradictoires sur lesquels Constantin est intervenu de façon très, très rigoureuse dans son exposé, qui conduisent, le succès même de l'accumulation du capital conduit à une suraccumulation de capital. Et donc, comme je prenais l'image la dernière fois, mais j'y reviens parce qu'elle me paraît assez parlante, c'est effectivement, on voit des crises financières, on voit des crises économiques, on voit des émeutes de la faim en 2008 dans les pays en développement après la crise financière. Et tout ça, c'est les phénomènes qui apparaissent à la surface. Mais au fond, en dessous, il y a les plaques qui bougent sous l'effet de la convection qui règne au cœur de la Terre. C'est un peu la même chose. On a ce phénomène profond de la suraccumulation de capital qui, dans un système économique qui est infiniment plus compliqué que le système de la géologie terrestre, qui produit des effets. Et ces effets, quelquefois, ils peuvent être extrêmement destructeurs pour les gens qui sont à la surface. Je pense que c'est vraiment ça le fond de l'affaire. Et donc, effectivement, si on pense pouvoir mettre fin aux causes profondes des crises, sans toucher au taux de profit, à la régulation du capital, on ne va pas y arriver. Ça, c'est ma conviction personnelle. On peut être d'un avis complètement différent. Les keynésiens, qui sont très nombreux, qui sont ultra majoritaires, y compris à gauche, y compris en France, pensent que non. Hein, Piketty pense qu'en mettant des impôts sur les riches et en donnant aux pauvres, on peut résoudre les problèmes du capitalisme. C'est faux. Enfin, moi, je pense que c'est faux. Mais après tout, je respecte. Il a le droit d'être social-démocrate. Il n'y a rien de honteux à ça. Voilà, donc c'est un débat politique, mais je trouve que ce débat mériterait d'être mené. Par contre, là oui. Là, en revanche, ce qui est regrettable, c'est qu'il ne l'est pas toujours quand il devrait l'être. Et alors, donc, du coup, alors ça renvoie à la question de Kevin. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par mobilité des capitaux? Parce que ce qui est vrai, c'est que ce qui caractérise la mondialisation contemporaine par rapport à d'autres périodes,
c'est pas la libre circulation des marchandises. Ça a déjà existé. C'était largement, à certaines époques du passé, aussi développé qu'aujourd'hui. C'est pas la liberté des taux de change. On a eu... bref. Mais c'est les mouvements de capitaux, effectivement. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est les capitaux. Donc, c'est les multinationales. Hein, et donc, il y avait déjà des multinationales avant la période contemporaine, avant l'après. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène majeur de l'économie contemporaine. Et donc, si on veut saisir, par exemple, les mouvements de capitaux dans la réalité économique, on a des sources statistiques. C'est quoi la source statistique? C'est la balance des paiements. La balance des paiements, elle nous montre ce qu'on appelle les investissements directs. Les investissements directs à l'étranger, c'est quand une multinationale achète une entreprise à l'étranger. On appelle ça investissement direct, comme si elle construisait une usine. C'est très rare. En réalité, ce qui se passe, c'est que Airbus achète une filiale au Brésil, ou Orange achète une maison de téléphonie en Argentine ou en Grande-Bretagne, puisque elle tire son nom d'une filiale britannique, etc. C'est les multinationales. Les investissements étrangers en France, c'est quand Ford installe une usine à Bordeaux. Et puis, quand elle ferme l'usine, c'est des capitaux qui s'en vont. Hein. Donc, c'est très profondément ancré dans une réalité économique. Et en même temps, ça peut être totalement financier, totalement anti-économique. Et c'est là que, moi, effectivement, là, je m'inspire du travail de Frédéric Boccara dans sa thèse sur les multinationales, où il montre précisément le côté, entre autres choses, il montre la nature informationnelle de cette réalité économique que sont les multinationales. Parce que ce qui compte de plus en plus aujourd'hui, c'est par exemple les brevets. C'est par exemple la maîtrise de l'utilisation de la recherche, de l'information dans la production. Hein, aujourd'hui, on ne peut plus rien... On le voit très bien avec le conflit, la guerre économique mondiale sur les automobiles aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple qui est bien connu depuis longtemps parce que c'était montré par le mouvement syndical. Mais quand on construit une voiture en France, 10-20% de la valeur ajoutée vient de la France. Tout le reste, c'était assemblé à partir de composants qui ont été l'objet de l'exercice d'une force de travail humaine pratiquement sur toute la planète, etc. Et c'est vrai pour tous les produits aujourd'hui. On est complètement immergé là-dedans. Et donc, il y a les mouvements de capitaux, mais ces mouvements de capitaux renvoient à une réalité dans la production, dans les relations. Et il renvoie donc à cette histoire de révolution informationnelle à travers le fait que pour financer ce type de croissance-là, on a fait appel au marché financier. Et donc on a construit la liberté de mouvement de capitaux dans un pays comme la France. Alors l'Allemagne avait la liberté de mouvement de capitaux depuis 1967. Bon, je n'apprendrai rien à Kevin, qui connaît bien le sujet. Mais en ceci, elle a servi de modèle, mais ça c'est l'exposé de la prochaine fois, elle a servi de modèle à tous les autres pays européens. Les Allemands ont passé leur temps à dire, comme ils disent aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas de l'austérité budgétaire comme nous? À l'époque, ils disaient, pourquoi vous n'avez pas la liberté de mouvement de capitaux? Eh bien oui, parce que le Deutsche Mark était une monnaie dominante. C'est facile de laisser les capitaux circuler si on sait qu'ils vont toujours venir chez nous. Ou que même s'ils ne viennent pas chez nous, de toute façon, notre monnaie va rester très forte et que les marchés auront confiance en nous. Bref. Donc ça s'est construit en France. C'était inimaginable dans les années 80, puisqu'on allait de dévaluation en dévaluation, on avait un système financier complètement cloisonné, et donc ça s'est construit progressivement, avec l'assentiment des autorités politiques, parfois contre elles. Ça, c'est des épisodes, personnellement, que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, des gouverneurs qui essayaient de taper du poing sur la table, et puis les banques leur répondaient, mais monsieur le gouverneur, vous savez, vous ne voulez pas qu'on fasse nos opérations au Luxembourg, mais on les fait quand même. Et puis c'est tout. Donc effectivement, c'est très puissant, la liberté des mouvements de capitaux. Mais c'est construit sur quelque chose de très profond en même temps. Hein. Alors, après, recette de politique économique, j'arrête... oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'interdis à l'Air Liquide d'avoir une activité au Japon ou en Russie. J'interdis à Ford... non, c'est un mauvais exemple, mais je ne sais pas. J'interdis à Boeing de construire...
une usine en France. Hein, ça suppose une construction politique qui est un peu plus, comment dirais-je, qui aille un peu plus en profondeur que, disons, un discours un peu, comment dirais-je, souverainiste en matière de politique financière, je pense. Hein. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais en tout cas, j'ai évoqué les trois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Oui, vous avez évoqué brillamment des phénomènes extrêmement complexes, difficiles à maîtriser. Je voudrais revenir au premier graphique de votre exposé où il y avait des ondulations et qui était, lui, sur le long terme. C'est peut-être un des seuls graphiques sur le long terme, alors que les autres étaient sur le moyen terme ou le court terme. Alors, vous avez montré des ondulations sur une base horizontale où il y avait le gaz 70, bon, le Second Empire, des choses comme ça. Ouais. Moi, j'aurais plutôt vu les mêmes ondulations, donc des cycles courts, mais plutôt sur une base oblique. Parce que quand même, malgré tout, sur cette longue période séculaire, après la révolution industrielle, il y a eu quand même, du point de vue général, une augmentation du niveau de vie. Si on prend des indices économiques du style combien faut-il d'heures de travail pour acheter un kilo de farine, des choses comme ça, il y a quand même une amélioration générale. Quand même. Donc c'est un argument, si vous voulez, en faveur du capitalisme, qui n'en demande pas tant, d'ailleurs, au demeurant, mais on le constate. Malgré tout, malgré les crises, il survit aux crises, donc il y a bien une raison qui fait qu'il survit aux crises. Donc peut-être c'est ces crises qui créent une sorte de dynamique et une sorte de croissance avec des ondulations, mais quand même, sur le long terme, une certaine croissance. Oui, bah, alors ça, c'est effectivement, donc c'était le sujet de la dernière fois. Hein. Voilà. Hein. Donc ça, alors attention. Premièrement, bon, ça n'est pas, comment on peut dire ça. Le fond de votre question. Oui, il y a eu une augmentation de la richesse matérielle de l'humanité en général depuis le début du capitalisme. D'ailleurs, les premiers qui le disent, c'est Marx et Engels dans les premières pages du Manifeste communiste. Bon. Donc ça, c'est vrai, et ça s'est confirmé depuis. Et la période des 30 glorieuses, comme on dit, a été une période d'accroissement de la richesse matérielle fantastique. Bon. Mais le point de vue où je me place, la méthodologie que j'adopte pour analyser les fluctuations du capitalisme, consiste à ne pas considérer exactement l'augmentation de la richesse matérielle, mais à considérer l'évolution de l'économie du point de vue de la rentabilité du capital, du point de vue du taux de profit. Et c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire, et que ça a été donc statistiquement documenté par Kondratiev et ceux qui l'ont suivi, que l'histoire du capitalisme peut être décomposée en phases pendant lesquelles l'accumulation du capital est plutôt facile et des phases pendant lesquelles elle est plutôt difficile. Alors, par exemple, c'est vrai que depuis la crise, par exemple, du milieu des années 60, de la fin des années 60, la croissance a ralenti, donc il y a une augmentation moins rapide de la richesse matérielle, mais la richesse matérielle continue d'augmenter dans le monde capitaliste. En plus, il a augmenté encore plus vite dans les pays émergents, en Chine, en Asie. Donc tout ça est vrai. D'ailleurs, le dernier graphique, ça ne se voit pas très bien parce que c'est écrasé par comme je ne vois pas l'ordinateur, je suis obligé de défiler une par une, mais ça y est, voilà. Ici, vous voyez que la courbe bleue, là, qui est une certaine mesure, après on va ouvrir un débat sur le PIB comme mesure de la richesse. C'est quand même une certaine mesure de la valeur ajoutée, c'est une certaine mesure de la quantité de richesse matérielle créée par le travail des... On voit que ça a augmenté beaucoup moins que la finance, mais ça a augmenté, ça a été multiplié par 2 ou 3 depuis 1980. D'accord. Mais les contradictions ont augmenté aussi. Voilà, c'est ça la réponse fondamentale que je serais tenté de donner. Et alors, puisque j'ai la parole, ça me rappelle un truc que je voulais aussi dire à la suite de la question de Kevin. Donc, quand on parle de politique économique pour répondre à la suraccumulation financière, il faut voir aussi l'aspect révolution informationnelle. Il est nouveau. Il est nouveau par rapport à la crise des années 30-40. Et c'est ce qu'on disait un peu la dernière fois. En 1945, en 1950, on savait ce qu'il fallait produire. Il fallait produire du charbon et de l'acier. Je pense qu'aujourd'hui,
avec la révolution écologique, on va plutôt se dire qu'il vaudrait mieux pas produire du charbon. Et l'acier, ça envoie aussi beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Par contre, il y a une foule de choses qu'on ne produisait pas du tout, ou qu'on produisait à l'époque, ou qui n'étaient pas l'objet d'un marché, ou qui n'avaient pas une importance aussi énorme. Par exemple, à l'époque, on ne fabriquait pas d'ordinateurs, évidemment. Bon. Mais donc, il y a quelque chose de nouveau avec la révolution informationnelle, c'est qu'une part prépondérante de l'activité consiste non plus à manipuler de la matière, manipuler des informations. Et ça, les solutions qui ont été trouvées à la crise dans les années 50 ne traitaient pas du tout cet aspect des choses. De même qu'elles ne traitaient pas du tout l'écologie. À l'époque, la nature, c'était un ennemi à combattre, ce n'était pas des ressources à préserver, ou plus exactement des biens communs à développer. Ça, autre sujet. Il mériterait certainement des séances spéciales de l'université permanente. Voilà. Au moment de votre passage, de votre exposé sur la révolution informationnelle, vous avez dit, mais à qui appartient l'information ? Il me semble, je parle sous votre contrôle, c'est un peu une question implicite, il y a quand même en droit la notion de propriété intellectuelle. Donc quand même, ça veut dire que le juriste, le législateur, reconnaît à celui qui a créé une information, ou qui détient une information, a quand même un droit de propriété sur une propriété intellectuelle immatérielle, mais quand même qui est reconnue en droit. Voilà. Absolument. Et vous voyez, vous savez, cette phrase célèbre, moi je suis oui, tout à fait. Moi, je suis totalement nul en droit, je l'avoue, humblement. J'ai jamais rien compris à mes cours de droit quand j'étais étudiant. Bon. Donc, mais il y a cette phrase magnifique du Code civil, en fait de meubles, possession vos titres. C'est-à-dire que si vous avez un stylo entre les mains, il est à vous. C'est votre titre de propriété. Absolument. En fait de meubles, possession vos titres. Je vous donne une information. Par exemple, que le cours de l'Action Totale va s'effondrer demain. Vous l'avez. Moi, je l'ai toujours. Voyez. Donc, on peut protéger une information par des brevets, et ça va même plus loin que ça. C'est que les brevets deviennent des actifs financiers, aujourd'hui, dans la mondialisation financière. C'est la solution qu'ils ont trouvée. Mais c'est très artificiel par rapport à la nature profonde du bien dont on prétend garantir la propriété. Voilà un peu pour faire sentir ce que je crois comprendre de la révolution informationnelle. Moi, j'avais une petite remarque, question, j'en profite. Ça m'a fait penser à la remarque de Léon sur est-ce qu'il faut moraliser le capitalisme. Et ça m'a fait penser à, après la crise, la dernière crise, la crise des subprimes, on entendait beaucoup parler de réguler les banques, leur imposer des mesures, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Au final, les banques, elles n'ont pas vraiment... et du coup, peut-être pourquoi ? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont juste eu à faire, je crois, quelques tests pour voir si ça a été risqué, et puis c'est tout. Ah oui, alors ça, c'est un sujet que je n'ai pas du tout traité. J'aurais pu, parce que c'est dans le sujet du jour, oui. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est que le slogan des banquiers, c'est « Cette fois-ci, c'est différent ». C'est le titre. Cette fois-ci, c'est pas pareil. C'est le titre du bouquin de Rogoff et Reinhardt, qui était célèbre, qui analyse 800 ans de crise financière dans l'histoire, et qui a défrayé la chronique, parce que c'est là-dedans, c'est dans ces travaux-là qu'ils annoncent que si vous avez 90% de dette publique, vous allez à la catastrophe. Et c'est là qu'un étudiant, en allant voir les fichiers Excel qu'ils avaient mis, d'ailleurs, c'était tout à leur honneur en ligne, s'était perçu qu'il y a des erreurs dans les formules Excel, et que 90%, ça ne veut rien dire. Bref. Mais le bouquin est intéressant, et c'est vraiment la devise des banquiers. On ne recommencera jamais. Moi, j'étais à Wall Street en 98, juste après la crise des subprimes. Ils étaient encore verts de peur, tremblants. Et on avait des exposés de financiers à la Réserve fédérale de New York qui nous disaient, mais les modèles de valuatrice, tout ça, les signes noirs, ça conduit à la... On ne recommencera jamais. Bon. 2 ans après, on commençait à libéraliser le système financier. Vous aviez des articles dans le Wall Street Journal qui disaient « on ne peut plus travailler, il y a trop de réglementation, etc. Il faut revenir à la liberté comme avant ». Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait, et ça a conduit aussi
à la crise de 2007-2008. Et ils ont recommencé la même chose ici. Après la crise de 2008, il y a eu en Angleterre le comité Vickers qui a préconisé la séparation entre les activités spéculatives des banques et les activités de détail. Vous avez eu le comité Volcker, encore lui, 40 ans après, qui a 30 ans après, qui a préconisé une séparation des activités bancaires et des activités. Et ça existait déjà aux États-Unis. Bref. Bon. Mais c'est vrai qu'ils avaient abrogé le Glass-Steagall Act en 1980. Bon, bref. Donc, un retour à une séparation. En Europe, il y a eu le comité Liikanen qui a fait des préconisations soutenues par le commissaire qui aujourd'hui négocie le Brexit. Là, j'oublie son nom. Voilà, c'est là, j'oublie les noms. Et puis il y a eu en France une vague loi en 2013 qui prétendait séparer les activités et qui effectivement n'a à peu près aucun effet. D'ailleurs, les banquiers français se sont vantés que ça touchait à peu près 2 ou 3% de leur activité. Donc, cosmétique. Mais moi, j'ai une opinion hétérodoxe sur ce sujet-là. Hétérodoxe par rapport aux hétérodoxes, par rapport à Attac, par exemple, ou à Oxfam, ou à Finance Watch. Je pense qu'il faut la séparation. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole ont beaucoup trop de pouvoir, donc il faut leur enlever du pouvoir. Et une façon de le faire, c'est de les découper. D'accord, ok, je suis pour. Mais je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Et ça renvoie à un problème que j'ai évoqué indirectement dans mon exposé. Imaginez qu'on sépare totalement le département en spéculation de la Société Générale du département banque de détail. Pareil à la BNP, pareil au Crédit Agricole et à ses filiales, Crédit Lyonnais et compagnie, pareil à BPCE, pareil au Crédit Mutuel. Bon. Donc il va rester Casa, Indosuez, puisque c'est la même chose, qui va faire de la spéculation, mais sans dépôt. Il va y avoir le département spéculation de la Société Générale à la Défense, au 6e étage de la tour de la Société Générale, qui va faire de la spéculation sans dépôt. Et les dépôts, ils seront dans les agences de la Société Générale sur tout le territoire. Pareil à BNP, Paribas et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour spéculer, les départements, les salles de marché de BNP, de Société Générale, de Crédit Agricole et des autres auront besoin d'argent. Donc cet argent, ils l'emprunteront. À qui? Eh bien, aux banques de détail, Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Caisse régionale du Bas-Poitou, c'est comme ça. Donc si on veut vraiment casser la spéculation, et ça avait été démontré en différentes occasions, mais si on veut casser la spéculation, il faut taper sur le crédit bancaire. Alors ça me donne l'occasion d'évoquer un sujet, ça sera éventuellement à l'ordre du jour la prochaine fois, mais ça, c'est vraiment une des rares occasions, quand je travaillais à la Banque de France, où j'ai vraiment eu le plaisir d'écrire ce que je pensais. Au moment des spéculations, bon, j'avance sur le sujet de la prochaine fois, mais au moment des crises de spéculation contre le système monétaire européen en 92, au moment du référendum Maastricht, où il y a eu un déferlement de spéculation qu'on n'avait pas connu, c'était sans précédent. 300 milliards de francs partis en fumée pour défendre le franc dans les quelques jours qui précèdent le référendum. On était obligé de les emprunter aux Allemands, sans le dire, évidemment. Et donc, évidemment, à l'époque, on se préoccupait comment faire pour combattre la spéculation. Alors, il y a eu différentes méthodes qui ont été utilisées. On a fait semblant de monter les taux du marché monétaire. Enfin, on a fait monter les taux du marché monétaire. Mais on était en régime de liberté de mouvement des capitaux depuis le 1er janvier 1990. On ne pouvait pas. Et en réalité, les gens qui avaient étudié la question, qui étaient des économistes parfaitement orthodoxes, avaient dit, mais si vous voulez empêcher la spéculation, il faut empêcher les banques de prêter aux spéculateurs. C'est aussi simple que ça. Il y a un article de Eichengreen et Viplos qui développe ça de façon complètement académique et avec tout ce qu'il faut. Et c'est pas des gens, c'est pas des gens de gauche ou des hétérodoxes, hein, c'est vraiment des gens. Bon. Effectivement. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je spécule contre l'euro, j'ai décidé que je vais gagner de l'argent parce que je pense que l'euro va baisser. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vends des euros pour pouvoir les racheter demain ou après-demain beaucoup moins cher. D'accord? Donc j'achète des dollars à la place. Bon, je vends des euros. Mais quels euros? Je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je les emprunte. Et les spéculateurs sur le marché des changes, ils travaillent comme ça. Ils empruntent des euros à des banques et ils les vendent sur le marché.
Et puis 2 jours après, ils les rachètent, ils font un bénéfice, et ils les rendent aux banques à qui les ont empruntés. Et avec ça, on peut faire des rendements gigantesques en cas de crise spéculative. Donc si on veut empêcher la spéculation sur les taux de change, il faut empêcher les banques de prêter aux spéculateurs. Mais c'est vrai aussi pour toutes les formes de spéculation, les LBO, les spéculations sur les actions, sur les subprimes, tout ce qu'on veut. Le cœur du mécanisme, c'est les banques. Donc mon slogan préféré, il faut taper sur les banques, si on ne sait pas pourquoi, elles le savent. Et si on empêche les banques de prêter au marché financier, on fait d'une pierre deux coups. Comme l'a dit un jour, c'est une des fois où j'étais d'accord avec Frédéric Lordon, depuis ça s'est un peu gâté, mais il avait écrit dans l'Humanité, il faut affamer la bête. Il retournait contre la finance un slogan des ultralibéraux qui veulent. Les ultralibéraux, quand ils disent affamer la bête, ça veut dire affamer l'État, supprimer les impôts. Voilà. Et lui disait non, il faut affamer la bête, c'est les marchés financiers, en les privant de crédit. Et j'avais répondu, on avait fait un débat dans l'économie politique, une table ronde, où j'ai dit absolument d'accord, on est d'accord là-dessus, il faut se battre pour ça. Depuis, il a un peu régressé, je trouve. Donc, on affaiblit les marchés financiers, on leur arrache les dents, et 2, cet argent que les banques ne vont pas prêter aux marchés financiers, elles vont pouvoir le prêter à des gens qui vont faire de la valeur ajoutée, de l'emploi, de développement des biens environnementaux et écologiques, etc. Donc c'est comme ça qu'on prend le pouvoir sur l'argent, je crois vraiment. Mais c'est très difficile. Et si c'était facile, on ne serait pas au bord de la fin de la civilisation, n'est-ce pas? Alors, s'il y a d'autres remarques, sinon on va s'arrêter là. C'est bon? Bon, tout le monde a eu son compte d'économie ce soir. Ouais. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus. Merci à ceux qui regardent aussi sur le direct. Et au mois prochain pour la prochaine conférence. Peut-être juste un